Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co. Et vous le voyez si vous nous regardez sur le site ou sur YouTube, si vous êtes en podcast, hop, basculez en vidéo. On n'est pas à Paris, on n'est pas en studio, on est à Lille. Pourquoi est-ce qu'on est à Lille? Parce que c'est le festival Sérimania. Sérimania, c'est le rendez-vous annuel des fans de séries, puisqu'ici eh bien, se croisent les plateformes de streaming, les chaînes de télé, les acteurs, les réalisateurs. Et puis c'est l'occasion pour nous, les fans, ceux qui aiment regarder des séries, bien, de découvrir toutes les séries venues du monde entier qu'on verra dans les prochains mois à la télé ou sur les plateformes de streaming. Elles sont diffusées dans les cinémas de la ville, en projection, etc. Il y a donc évidemment des séries américaines, ça reste le principal de ce qu'on regarde aujourd'hui, mais il y a des séries iraniennes, il y a des séries coréennes, il y a des séries espagnoles, italiennes, et puis bien sûr des séries françaises. Et c'est celles-là qui vont nous intéresser aujourd'hui, puisque le monde entier s'arrache désormais nos séries. Nous sommes en France le 7e pays exportateur de séries. Ça représente un peu plus de 200 millions d'euros de ventes annuelles, c'est colossal pour l'industrie culturelle et c'est surtout en pleine croissance. Alors comment expliquer et surtout comment construire le succès à l'international de nos séries françaises? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette émission spéciale Sérimania. Et justement, puisqu'on s'intéresse au carton des séries françaises à l'international, eh bien, on est sur le stand d'Unifrance. Unifrance, c'est l'organisme qui accompagne les séries françaises dans le monde pour les vendre, pour les diffuser. Et je suis en compagnie de Sarah Aymar. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous êtes la directrice de l'audiovisuel chez Unifrance. Expliquez-nous un tout petit peu le rôle d'Unifrance pour ceux qui ne sont pas familiers. C'est un organisme qui a beaucoup de missions, notamment de promouvoir et d'accompagner, c'est ça, les séries françaises et les films à l'international. Tout à fait. Alors, Unifrance, c'est une association qui regroupe toutes les personnes qui sont impliquées dans la production, la création, la production et la distribution de la télévision française, mais aussi du cinéma, du court-métrage et des contenus immersifs. Alors ici, on se concentre bien sûr sur l'audiovisuel et les séries en particulier. En fait, on est un amplificateur des actions de nos membres, puisqu'on est une association. Donc, on est sur 3 piliers. D'abord, bien comprendre dans quel environnement on évolue. Donc, on a des études, etc. Ensuite, aider à vendre, donc à financer et à vendre. Et ensuite, quand c'est vendu, aider à promouvoir. Ça veut dire que vous intervenez à quel point? Quand les séries sont déjà terminées, c'est-à-dire que là, vous venez vous dites « Ah bah celle-là, elle peut être top pour tel marché » ou alors peut-être avant, dès la production, vous dites peut-être ce serait intéressant d'orienter la production vers tel marché ou pas? On s'implique à peu près dans toutes les étapes, puisqu'en fait, on peut aussi bien aider à faire voyager des producteurs pour qu'ils aillent soit chercher des idées, soit pitcher leurs idées, trouver des partenaires un peu dans le monde. Donc, on travaille avec le réseau du ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères dans le monde, donc tous les attachés audiovisuels ou culturels. On travaille avec nos homologues dans les pays, Coca en Corée, Taïkar, Taïwan, voilà, on essaye de mettre en place ça. Donc ça, c'est au stade plutôt amont des idées. Et bien sûr, on travaille aussi une fois que les séries sont produites et qu'elles sont à vendre. Donc ici, on vient de faire un Coming Next from France où on présente des programmes qui arrivent sur le marché, qui vont être mis en vente. Donc elles cherchent soit des préfinancements parce qu'elles ne sont pas tout à fait terminées, soit elles vendent des droits d'exploitation une fois qu'elles sont mises en boîte. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider une série qui a du potentiel. Vous parlez du Coming Next from France, là on a vu 5 séries de genres différents, de producteurs différents qui sont destinées à des chaînes différentes en France. C'est vraiment très éclectique dans tous les milieux. Vous allez arriver et dire tiens, celle-ci, elle a un potentiel, on va l'accompagner. Et donc vous allez peut-être trouver des financements, la mettre en relation avec les bonnes personnes, ça? Alors non, nous sommes une association neutre, donc nous n'avons pas de parti pris éditorial. Donc on est là pour représenter toute la diversité de la production française. C'est nos membres qui décident de quelle série ils mettent en avant ou pas. Ensuite, c'est les acheteurs ou leurs partenaires qui décident de quelle série ils achètent, ou alors les festivals qui décident de quelle ou quelle série ils veulent mettre en avant. Nous, c'est une fois que cette sélection est faite par des tiers que nous, on arrive pour amplifier. Par exemple, si une série est sélectionnée en festival en dehors de la France, puisque je ne l'ai pas dit, mais notre champ d'intervention, c'est le monde et moins la France, on peut aider à ce que la série voyage avec son ou sa réalisatrice, un ou une actrice, voilà, un créateur, une créatrice. Donc, pour porter la série voilà, et lui donner plus en fait, d'impact dans cette démarche. Mais c'est les festivals qui les sélectionnent.
les acheteurs qui sont évidemment libres et nos membres vendeurs qui décident de quelle série ils mettent en avant ou pas. Quels sont les marchés les plus porteurs pour l'audiovisuel français aujourd'hui? Quel pays, j'ai envie de dire, nous aime le plus, achète le plus ce qu'on produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on peut dire que pour tous les programmes, c'est l'Europe de l'Ouest, notre premier marché. C'est particulièrement vrai pour la fiction puisque presque 50% du chiffre d'affaires à l'export de la fiction est fait en Europe de l'Ouest. On a ensuite ce qu'on appelle les droits monde, donc c'est des droits qui sont vendus alors bien sûr sur des plateformes de streaming sur plusieurs territoires, mais ça peut être aussi des diffuseurs linéaires. Voilà, on performe pas trop mal aux États-Unis, compte tenu de la concurrence. Voilà. En fait, on est vendu un petit peu partout dans le monde, mais c'est vrai que l'Europe et l'Europe de l'Ouest d'abord reste notre premier marché. Est-ce que l'irruption des plateformes de streaming depuis une dizaine d'années a changé votre façon de travailler, votre façon de diffuser les séries françaises dans le monde? Aujourd'hui, quand on la vend à Disney, potentiellement, elle se retrouve dans 20 marchés d'un coup. Des marchés auxquels on n'avait peut-être pas accès avant parce que ce n'était pas forcément ceux qui s'intéressaient aux séries françaises. Ça a changé votre façon de travailler? Alors, en fait, ça a changé notre environnement. C'est-à-dire que ça a créé une formidable opportunité. En effet, on a enfin pu valider que l'audience était d'accord pour voir des séries différentes de différents territoires et de les voir sous-titrées et non pas doublées. Donc ça a créé une énorme opportunité pour l'ensemble des séries mondiales d'ailleurs. Ensuite, ça a fait aussi monter le niveau d'ambition des séries. Donc même tous les diffuseurs aujourd'hui ont ce qu'on appelle une production value, donc une valeur de leur production qui est beaucoup plus haute. Ça a créé une énorme diversité puisque on a la capacité aujourd'hui d'agréger des audiences de niche qui ne trouvaient pas forcément un volume critique dans un diffuseur linéaire, mais aujourd'hui c'est possible. Donc en fait, et la France pour ça a formidablement bien travaillé à tous les endroits, dans la formation, dans la production, avec les institutions, avec les sociétés privées. Vraiment tout le monde a fait un effort pour diversifier toutes nos créations. Et aujourd'hui, on a des séries françaises de tout format, de tout type, de tout genre, et on peut s'adresser à toutes les audiences partout dans le monde. Ce que j'allais dire, vous parlez des genres, des formats, c'est intéressant. Est-ce que, voilà, vous dites tout marche aujourd'hui? On a longtemps été reconnu, par exemple, pour les procédurales, ce qu'on appelle les séries policières avec un épisode, une intrigue, etc. Est-ce qu'on est toujours marqué là-dessus ou, comme vous le dites, maintenant, une série française, c'est pas forcément enfermé dans le policier ou la série de TF1 du mardi soir qu'on a connue pendant longtemps? Alors, on est toujours très fort en procédural, particulièrement en procédural léger, avec aussi beaucoup d'héroïnes dans les rôles titres. Après, c'est aussi un genre qui fonctionne partout dans le monde. Je veux dire, le polar, tout ça, c'est quelque chose que l'audience aime partout dans le monde. On en consomme aussi d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette locomotive, on a aussi une variété de récits, une variété de sujets, une variété de points de vue. Et c'est une des forces de la création française, c'est d'être reconnu pour cette multiplicité. En fait, les acheteurs, ils savent qu'en France, ils vont pouvoir avoir vraiment une grande diversité d'œuvres. Et ça, c'est très important. On peut dire que ça participe du soft power de la France, ça, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé pendant très longtemps. On parlait plutôt des États-Unis parce que, voilà, on regardait tous les séries américaines, on était habitués à ça, Urgence, les experts, tout ça. Quand on allumait sa télé dans les années 2000, Friends, etc., c'était américain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus éclaté. Ça veut dire que la France, elle peut grappiller aussi, améliorer son image internationale grâce aux séries. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc, alors il y a des choses qui sont très évidentes, du type Lupin ou Cat Size dans un Paris très touristique, très joli, très mis en lumière. Donc, il y a un véritable acteur du récit. Mais au-delà de ça, on participe aussi de diffuser nos valeurs dans cette diversité dont je parlais, des héros et des héroïnes qui sont faillibles, des points de vue sur le monde. Donc, oui, ça participe beaucoup. Et ça fait partie en effet d'une feuille de route aussi plus large des industries culturelles et créatives à laquelle on contribue. Est-ce que ça se ressent aussi dans les séries que vous accompagnez? J'allais dire, il y a un instrument de soft power qui est inégalable, c'est les récompenses. C'est aussi ce qu'on aime mettre sur une affiche, c'est aussi ce qu'on aime mettre en avant. Voilà, on est assez fan des Emmy Awards par exemple. Est-ce que voilà, la France arrive à s'imposer
aujourd'hui dans ces cérémonies-là qui sont les plus prestigieuses du monde? Alors, de plus en plus et de mieux en mieux, j'ai envie de dire. C'est vrai que alors, les séries qui ne sont pas anglo-saxonnes sont dans une compétition qui s'appelle les International Emmy Awards, qui ne sont pas les Emmy Awards qu'on connaît plus largement. Mais par exemple, on avait il y a quelques années vraiment un déficit de participation, peut-être une certaine frilosité des Français à participer. Et depuis quelques années, on voit un retour des œuvres dans ces compétitions, plus de nominations. Donc on en avait 4 l'an dernier, en 2023, 7 en 2024. Et ces 2 dernières années, il y a 2 séries françaises qui ont remporté un International Emmy Awards. D'abord, Des gens bien ordinaires dans les séries courtes, la série d'Ovidie. Et l'année dernière, Les Gouttes de Dieu, donc la série produite avec France Télévisions et Apple TV. Donc de magnifiques contenus. On va vous laisser, Sarah, prendre soin de toutes les séries françaises qui sont présentées ici. Il y en a beaucoup qui, à mon avis, auront de très belles carrières, je pense, à l'international. On en a vu dans cette édition de Série Mania. On va quitter le stand d'Unifrance pour continuer cette émission. On va aller quelques mètres plus loin. Je vais vous teaser un tout petit peu l'invité d'après. C'est un des leaders, tout simplement, de la distribution de contenu audiovisuel en Europe. Et c'est français. C'est parti. Et on continue notre émission spéciale, toujours à Série Mania, au Forum évidemment. Et nous sommes cette fois sur le stand du studio TF1, alors qu'on connaissait avant sous le nom de Newen. C'est la filiale de production et de distribution du groupe TF1. Et je suis en compagnie de Nadia Chevalard. Bonjour Nadia. Bonjour Clément. Alors Nadia, vous êtes la directrice des ventes internationales de studio TF1, c'est ça? Alors expliquez-nous en quoi ça consiste votre poste. Qu'est-ce que vous vendez concrètement que produit TF1? Alors Studio TF1, la branche de distribution à laquelle je suis rattachée, c'est une très grosse équipe, hein, il y a près de 80 personnes. Moi, je suis à la vente de programmes, hein, je dirige les ventes internationales. Au sein de la distribution, il y a évidemment le marketing, le juridique, la finance, le commercial, la technique. Et notre rôle est d'accompagner, de donner une visibilité mondiale aux productions qui rentrent chez nous en distribution. Alors, je crois qu'il y a de quoi faire, puisqu'il me semble que j'ai vu quelques chiffres. Vous avez plus de 6000 heures de programmes audiovisuels, plus de 1000 films. Absolument, nous avons tous les ans de très nombreux lancements de séries de fiction. Alors on est multigenre aussi. La fiction est bien sûr mise en avant dans le cadre de Série Mania, mais nous sommes aussi distributeurs de documentaires. Nous avons l'agence Kappa historique, hein, qui fait partie du groupe, et par ailleurs aussi l'animation avec le studio Blue Spirit Animation. Donc il y a 2 volets dans mon activité. Il y a évidemment à travers la prise de mandat de distribution de programmes qui seront exposés sur l'antenne de TF1. Donc bon, évidemment, il y a une synergie groupe qui est très très importante. Mais par ailleurs, Studio TF1, la branche distribution, a aussi vocation à aller chercher des mandats de distribution de programmes et notamment de séries qui sont produites ailleurs en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Hollande et au UK. On l'a dit, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de belles productions au sein du groupe. Qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est quoi les hits de Studio TF1? Écoutez, nous on est très fiers chez Studio TF1 puisque ces 5 dernières années, nous avons cumulé les prix export. Donc on a eu sur 5 ans, évidemment, il y a fort appétit à l'international pour les séries crimes procédurales. Et on avait démarré une très belle success story avec la série Candice Renoir, produite par le groupe, 10 saisons, diffusée sur France 2, qui a été un carton à l'international. Et plus récemment, il y a 5 ans, on a démarré l'aventure HPI, qui se traduit aujourd'hui par une exposition de la série dans plus de 100 territoires dans le monde. Ça, c'est vraiment un carton incroyable, HPI quand même. C'est une production très locale. En plus, on est à Lille, donc c'est vraiment quelque chose qui est produit dans la région. Et aujourd'hui, le monde entier s'arrache les aventures de cette détective un peu hors norme. De Morgane Almaro. Il est certain que quand on a pris connaissance des scripts d'HPI il y a 5 ans, tout le monde a eu un coup de cœur pour cette femme de ménage fantasque HPI qui va évidemment devoir résoudre des affaires avec un commissaire de police assez particulier. Vraiment, l'aventure est très belle. Aujourd'hui, la 5e saison, je crois que le premier épisode a été présenté en avant-première à Lille. Et c'est une vraie tradition dans le cadre de Série Mania d'avoir le casting, la prod. Et c'est très attendu du public lillois. La diffusion sur TF1, je crois, est prévue prochainement en mai. Moi, pour avoir travaillé sur cette série depuis maintenant 5 ans, ce qui était merveilleux, c'était l'engouement immédiat au moment où on l'a lancé à l'international.
d'avoir des offres de très nombreux pays. Ce qui est important quand on fait ce métier de la distribution, c'est oui, il est important. Vendre une série, c'est le cœur de notre activité, mais c'est aussi de trouver le bon partenaire qui va lui donner la bonne exposition, le beau soutien marketing, qui va transformer ça en succès et qui va s'inscrire dans le long terme. Et c'est une spécificité pour ces séries qui font l'objet de ce qu'on appelle les returning series, avec de nouvelles saisons tous les ans. Et voilà, il y a des remakes aussi, un magnifique remake. Un remake qui est sur Disney+, à voir en France en ce moment. Alors, il y a le remake ABC aux US, qu'on peut effectivement retrouver sur Disney+ en France. Et puis, les Américains ont aussi acheté la version française de HPI pour Hulu aux US. Donc, c'est assez chouette de faire coexister cette version d'origine avec un remake qui plaît au public américain, parce que je crois que c'est dans le top 6 des séries les plus vues par ABC historiquement. Voilà. Eh ben, c'est assez fou, ça montre bien à quel point on peut, avec des séries pourtant tournées en français, dans une ville très française, eh bien, séduire derrière le monde entier. On a parlé des États-Unis, est-ce que c'est le principal marché pour vous, ou est-ce que c'est plutôt en Europe que ça se passe, les ventes de séries chez Studio TF1 ? Alors, il est certain que le cœur de l'activité, le cœur de la distribution, c'est l'Europe. L'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont des marchés très très importants. Il y a des séries qui voyagent beaucoup plus loin. Et oui, c'est le cas d'HPI qui va au Japon, en Amérique latine. Mais vraiment, l'importance des partenaires que nous avons en Europe sont fondateurs pour le succès d'une franchise à l'international. Parlons un petit peu de votre actualité à Sérimania, puisque vous venez présenter au Coming Next from Friends, qui est un peu le showcase des séries françaises en devenir, une nouvelle production qui s'appelle Montmartre, qu'on verra dans les prochains mois sur TF1. Parlez-nous un peu de Montmartre, pourquoi c'est la série à voir bientôt sur TF1 ? Montmartre est une série assez exceptionnelle, produite par Authentic Prod, Adit Panel et Estelle Boutière. On a eu un vrai coup de cœur chez Studio TF1. On sait travailler la série période drama. C'est un genre pour lequel on a eu 2 prix export, le Bazar de la Charité, Les Combattantes. Donc c'est une nouvelle addition à notre catalogue de période drama. Montmartre, on est vraiment dans ce début du XXe siècle. Là, on est juste avant. On sait que c'est un âge d'or avant la Première Guerre mondiale, de libération des mœurs, d'émancipation, où l'industrie croît. Et on va suivre le destin d'une jeune danseuse de cabaret qui s'appelle Céleste, qui va être la première effeuilleuse de Paris. Et qui va partir à la recherche de son frère et de sa sœur dont elle a perdu la trace depuis, dont elle a été séparée en fait suite au meurtre non élucidé de leur père. Et à travers ces 3 destins, nous allons découvrir ce Paris de la Belle Époque. Évidemment, on a tous en tête le succès d'Amélie Poulain, on connaît toutes ces rues pavées de Montmartre, voilà, tous ces peintres, Toulouse-Lautrec. Et il y aura évidemment un spectacle toutes les 2 soirées, donc 4 spectacles au cours des 8 épisodes où on va plonger dans cet univers absolument foisonnant du cabaret. Évidemment, la référence à Moulin Rouge est assez évidente. Donc c'est une série qui est commissionnée par l'antenne de TF1 avec une deuxième fenêtre sur Disney+ en France, et on aura, je pense, les premiers épisodes en juin. On a hâte de voir ça. Vous la présentez ici à Sérimania, ça veut dire aussi que vous y croyez pour l'international. Il y a l'espoir de la vendre. Montmartre, vous l'avez dit, Amélie Poulain, forcément les Américains, on imagine qu'ils rêvent déjà de voir cette série. C'est un peu le produit parfait pour s'exporter. Alors, il n'y a pas que les Américains. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un contexte où de nombreux diffuseurs internationaux, y compris des plateformes d'ailleurs, cherchent des IP qui font référence en fait à quelque chose qui fait partie de leur mentalement, qui les ramène à quelque chose. Et avec Montmartre, je pense que cette série coche évidemment toutes ces cases. Maintenant, il ne suffit pas d'être basé sur une IP, il faut que la qualité de la production soit là. Il faut que d'un point de vue scénaristique, les choses tiennent. Et bon, pour avoir moi-même déjà vu les premières images de Montmartre, je pense qu'on s'attend à avoir un très très beau succès. Des intérêts ont par ailleurs été déjà marqués. On a un package talent exceptionnel à la réalisation. Nous avons Louis Choquette qui a réalisé Marie-Antoinette. Nous avons la costumière d'Emily in Paris qui est rattachée au projet. Nous avons un chorégraphe mondial. Donc ça va être du très très grand spectacle et beaucoup d'émotions, puisque dans toute période drama, le romanesque est important. Des costumes, de la musique, un peu de drama, une très belle recette. Est-ce que, c'est un peu ma dernière question, on est à Sérimania, est-ce que
Est-ce qu'on conclut des deals ici ou est-ce que juste on se rencontre, on discute, mais est-ce que ça signe des contrats ici? Non, on ne signe pas de contrat à Sérimania. On est vraiment dans une continuité aussi de discussion, de lancements qui ont été faits, même du MIPCOM dernier, en janvier, dans le cadre des rendez-vous d'Unifrance. On a eu un temps fort, nous aussi, lors des London Screenings. Donc, Sérimania s'inscrit dans cette continuité. La particularité de l'événement, je pense, en fait, c'est un moment où on peut permettre à des partenaires potentiels et aussi des producteurs de se rencontrer. Et nous, en tant que distributeurs, de créer ce lien. Les producteurs savent très bien parler de leur projet, savent embarquer. Et de créer ce moment de fusion permet bien évidemment de faire briller les yeux de nos acheteurs à venir. Et donc une très belle édition de Sérimania, on l'espère encore pour vous. Merci beaucoup Nadia Chevalard pour votre temps. Merci Clément. Je vous souhaite un très bon festival, une très bonne fin de festival, puisqu'il reste encore quelques jours au moment où on enregistre. Et pour terminer cette émission dédiée aux séries françaises qui s'exportent dans le monde, eh bien, je vais aller trouver dans les allées du forum, il y a un peu de monde, mais je vais la trouver, c'est Salambo Marie. C'est une habituée, une journaliste habituée de l'émission. Elle va nous donner un peu les séries françaises qu'elle a repérées dans le festival et qu'il ne faudra pas rater dans les prochains mois. Et j'ai donc réussi à trouver Salambo dans les couloirs bondés du salon. Il y a beaucoup de monde au forum en ce moment, beaucoup de monde chaque année, mais là c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une espèce de bouillonnement cette année. Les gens veulent acheter des séries, veulent les vendre aussi à l'international. Et c'est justement le sujet qui nous intéresse, puisque donc Salambo, tu es donc journaliste de série, les gens te connaissent, tu viens dans l'émission régulièrement. Tu es à Numerla, toujours, et tu as vu tout un tas de séries sur ce festival Sérimania. Qu'est-ce que tu as vu de séries françaises qui te paraît un peu voilà, des séries qui vont bien marcher ou en tout cas qui sont intéressantes à voir? Ah, déjà, l'incontournable, celle qui a mis un peu tout le monde d'accord, je pense, journaliste comme public, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs. Donc la nouvelle série d'Alain Chabat, une série animée pour Netflix qui sortira le 30 avril prochain, qui est donc une série évidemment adaptée de la bande dessinée de Uderzo et Goscinny, qui reprend tout ce qu'on aime chez Astérix, le barde qui ne sait pas chanter, le poissonnier qui a du poisson pas frais, Astérix et Obélix et la potion magique, mais on ajoute des petits ingrédients qu'on n'avait pas encore vus jusque-là. Par exemple, on apprend comment Obélix est tombé dans la potion magique, cette fameuse question. Le secret enfin révélé? Le secret enfin révélé d'Obélix, de pourquoi il ne peut plus boire de la potion magique, c'est parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, et on nous révèle enfin les raisons de cet accident. Donc ça, c'est très chouette. L'animation est très belle, assez lisse, un peu cartoonesque, mais il y a vraiment des belles trouvailles visuelles. C'est un studio français qui a fait l'animation, qui s'appelle TAT, qui est un studio toulousain. Qui du coup fait un travail vraiment sublime sur les visuels. Et puis évidemment on retrouve la patte d'Alain Chabat à l'écriture, à la création et aussi à la voix d'Astérix. Pour la première fois, c'est lui qui double Astérix. Avec Gilles Lelouch en Obélix, je crois. Exactement, Gilles Lelouch en Obélix. On retrouve aussi des habitués de l'univers d'Alain Chabat et du cinéma français de façon générale. On a Géraldine Nakache, on a Laurent Lafitte en César, on a Anaïs de Moustier aussi, Jérôme Commandeur dans le rôle de la mère de César, qui est assez cocasse. Voilà, et puis donc l'écriture d'Alain Chabat, voilà, les jeux de mots fusent à chaque seconde, c'est vraiment un bonheur. La salle était comble pour la projection dimanche à Sérimania. Il y a une standing ovation à la fin qui a duré plusieurs minutes, donc en général ça ne trompe pas quand même. C'est une valeur sûre, c'est sûr que ça va cartonner. Petite frustration peut-être, il n'y a que 5 épisodes pour cette série? Tout à fait, il n'y a que 5 épisodes, c'est un peu frustrant parce que donc là on a pu en voir 3 sur 5, donc ça veut dire que la suite voilà, est très courte. Après, est-ce que c'est un problème du coup aussi de création à la base? C'est-à-dire que Alain Chabat disait justement pendant le débat qu'il n'avait pas forcément prévu de faire une série à la base, que c'était un peu... Voilà, il savait pas trop quel format il voulait lui donner, et puis Netflix lui a proposé de faire une série, il a dit oui, mais bon, du coup, est-ce que ça veut dire que peut-être en long métrage ça aurait aussi très bien fonctionné? Je ne sais pas. Le fait est que 5 épisodes, c'est vrai que c'est très court, on espère donc une saison 2 très vite. On se contentera déjà de ces 5 premiers épisodes. Alors on est très content de revoir Chabat poser sa patte sur Astérix. Bon, donc Astérix, c'était un peu l'évidence, c'était la grosse série française de cette édition de Sérimania. Est-ce que tu as vu, toi, d'autres séries françaises qui t'ont... voilà, qui ont attiré ton attention dans les projections cette semaine? Oui, alors j'ai remarqué une petite tendance qui est très chouette et qui était timide jusque-là en France. C'est l'émergence des séries de SF et fantastique, donc des séries de genre, qu'on avait déjà vues un peu les années précédentes avec des séries comme Parallèle sur Disney+, ou Visitors de Simon Astier aussi. Donc cette année, il y en a 2 en compétition française. Il y a Anaon qui sera diffusée le 4 avril prochain sur Prime Video et ensuite sur France Télé.
et La Famille Rose sur Ciné+ OCS. Donc la première, Anaon, c'est plutôt une série qui ressemble un peu à un Stranger Things, un peu le Stranger Things à la française, voilà, tournée en Bretagne, au cœur des forêts, avec ce côté un peu mystique, et avec une jeune fille qui se découvre des pouvoirs de façon un peu inexpliquée, avec Guillaume Labbé notamment, qu'on avait vu dans Je te promets, dans Machine, dans beaucoup de séries françaises. Et La Famille Rose, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus gore, donc il faut avoir l'estomac bien accroché quand même pour voir les épisodes. C'est une série sur une famille de cannibales qui s'installe dans un petit village en France, et puis bon, bah, évidemment leur secret va bientôt être découvert. Et c'est une série avec Chérine Boutella notamment, qu'on avait vu dans Lupin, qui est une série un peu à la croisée entre le fantastique, la comédie, le drame familial. C'est assez bien écrit et c'est très étonnant de voir ça en France. Les effets spéciaux sont des effets spéciaux physiques qui ont été faits par un studio qui s'appelle Accurate Dream, qui est un studio français. Donc voilà, on a vraiment des fausses têtes coupées, des fausses mains coupées. Voilà, c'est assez réaliste, donc c'est assez impressionnant. Voilà, faut avoir l'estomac bien accroché, mais c'est assez sympa et ça dénote, je pense, d'une tendance donc à aller un peu plus sur ces terrains-là qui, en France, jusque-là, étaient un peu inexplorés et qui étaient plutôt des genres qu'on avait délaissés, en fait, au profit du drame historique, par exemple, qui est un peu notre spécialité, on va dire. C'est un peu ce que nous disait justement Sarah Aymar d'Unifrance, en fait, c'est que on est un peu en train de se libérer en termes de création en France aussi, peut-être parce qu'on a été trop longtemps dans le procédural, trop longtemps dans le drama historique, etc. Quoi, des choses qu'on fait très bien par ailleurs, on est reconnu pour ça. Mais le fait qu'il y ait les plateformes de streaming maintenant qui ouvrent un peu le champ des possibles, les studios se tournent peut-être vers des projets un peu plus originaux parce qu'ils savent qu'il y aura un public plus facile que le soir, la case du mardi soir sur TF1 ou sur M6. C'est un peu une bonne nouvelle ça quand même de voir cette diversification. Tout à fait, bah, je pense qu'on voit aussi que ça marche aux États-Unis, en Angleterre, voilà, des choses effectivement comme Stranger Things dont on parlait, c'est des cartons absolus, donc je pense que la France aussi a envie de ces cartons-là. Et d'ailleurs, ces séries-là, c'est des séries qui sont plutôt diffusées sur des plateformes. Alors, la Famille Rose, c'est plutôt Ciné+ OCS, donc plutôt Canal+, mais Anaon, par exemple, ce sera plutôt Prime, ensuite ce sera France Télévisions, mais avant tout, c'est Prime. Je pense aussi à une autre série de genre qui, là, n'est pas dans la compétition française, mais qui est quand même présentée là, cette année à Série Mania, qui s'appelle Ghost, qui est là une comédie avec un jeune couple qui hérite d'un château, et ce château est peuplé donc de fantômes. Donc, il va falloir composer un peu avec ces visiteurs inattendus. Et ça aussi, c'est une série qui sera diffusée donc, sur Disney+ à partir du 9 avril. Et à nouveau, on est dans... Je pense qu'en France, on aime bien quand même ajouter un peu de comédie à tout ça. C'est un peu difficile de faire une vraie série de genre vraiment sérieuse, quoi. Pas de blagues, pas de dérision voilà, à chaque scène. Alors, Anaon est un peu plus sérieuse. Moi, c'est ce que j'ai aimé justement dans cette série. C'est qu'on prend un peu plus le genre à bras le cœur. Et d'ailleurs, les créateurs et le réalisateur ont été très inspirés, évidemment, par le cinéma de Spielberg, par des choses comme ça qui sont en effet un peu plus sérieuses peut-être que d'autres séries qui ont plus tendance à aller vers la comédie. De la SF et de l'horreur un peu à la française, pourquoi pas, on a peut-être une carte à jouer pour se démarquer. Est-ce qu'il y a un dernier point voilà, dans ce que tu as vu qui te semble intéressant dans les tendances des séries françaises du moment ? Je pense que ça va un peu dans la continuité de ce qu'on disait, c'est une tendance à adapter des formats qui ont très bien marché dans d'autres pays, et notamment l'Angleterre, qui est quand même un pays voilà, de séries depuis toujours, avec la BBC, avec Doctor Who, avec des choses comme ça qui justement vont un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc cette année notamment, il y a Ghost, donc, qui est adapté à la base d'une série britannique, qui a ensuite été adaptée en une série américaine, qui est d'ailleurs sur Netflix, qui a cartonné sur Netflix à la seconde où elle a été mise en ligne. Donc là, je pense que la version française sera aussi évidemment très attendue. En compétition française aussi, il y a une série qui s'appelle Clean, qui sortira le 4 avril sur M6, qui n'est pas du tout une série de genre, qui s'intéresse au quotidien d'une femme de ménage qui va décider de monter un coup financier pour essayer de s'en sortir et de sortir de la précarité. C'est une comédie familiale voilà, sur M6, ils ont l'habitude de ce genre de format, mais là on va un peu plus sur le côté espionnage. Et ça à nouveau, c'est une série adaptée d'une série britannique qui s'appelait Cleaning Up, qui était sortie en 2019. Qui avait aussi très bien marché évidemment au Royaume-Uni. Donc il y a une tendance aussi à se réapproprier des formats qui ont extrêmement bien marché à l'international pour pouvoir évidemment reproduire ce succès-là en France. C'est ce qu'on espère en tout cas. Clean, donc avec la formidable Alix Poisson, qu'on avait vu dans Sambre, notamment multi-récompensée partout. Formidable actrice pour une formidable série. On espère que voilà, Clean connaîtra peut-être le même succès. En tout cas, ça nous fait plein de
bonnes idées, plein de bonnes séries qui peut-être s'exporteront à l'international. Merci Salambo pour toutes ces recommandations. Ça conclut donc notre émission spéciale à Sérimania sur les séries françaises que le monde entier s'arrache. Et oui, voilà, on n'a plus peur des mots, on est convaincu, la France est un grand pays de séries et le monde est en train de le découvrir. Vous pouvez retrouver l'émission évidemment en replay sur YouTube, sur le site de Tech & Co et en podcast. Mais l'île, c'est pas totalement fini. Vous allez voir, on vous réserve encore une petite surprise. Mais d'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.